Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un peu particulière puisque je vous propose une interview exceptionnelle avec Hugo Duminil-Copin qui est mathématicien et qui a reçu en 2022 la médaille Fields, c'est-à-dire la plus prestigieuse récompense internationale en mathématiques. J'ai eu la chance de pouvoir l'interroger sur son parcours et sa vision des mathématiques et aussi de passer un peu de temps avec lui au tableau pour mieux comprendre ses travaux. Si vous avez une vision un peu stéréotypée de ce qu'est un chercheur en maths, Hugo pourrait bien vous faire changer d'avis. Hugo Duminil-Copin, bonjour. Bonjour. Merci de m'accorder un peu de ton temps. Donc, tu es mathématicien, spécialisé en probabilité, professeur à l'Université de Genève et à l'IHES. Et le grand public, et puis moi aussi, t'avons découvert il y a 3 ans, en 2022, quand tu as reçu la médaille Fields, qui est considérée comme la récompense la plus prestigieuse en mathématiques. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de te faire parler un peu de ton parcours et puis aussi de tes travaux. Peut-être pour commencer sur le parcours, est-ce que tu peux nous dire un peu quel genre d'élève tu étais au collège, au lycée Alors j'étais plutôt au collège, plutôt un bon élève, pas non plus le meilleur élève que mes enseignants aient jamais eu en maths. J'avais d'autres intérêts en fait à cette époque-là. Mon père est professeur de sport et ma mère était danseuse, donc en fait j'étais beaucoup plus sur le sport, sur les activités physiques. J'aimais faire plein de choses différentes. Donc voilà, j'étais bon à l'école, mais c'était pas mon centre d'intérêt principal. Ça se passait quand même bien, donc je me suis retrouvé à aller à Louis-le-Grand. Et là, ça a été beaucoup plus dur. C'est-à-dire que là, le niveau est vraiment monté, et en particulier en première, je me suis retrouvé avant-dernier de ma classe en maths, enfin des choses qui c'est vrai, n'étaient pas mes habitudes jusque-là. Tu me disais juste avant que sur un concours Animat, tu avais eu 0 sur 42, c'est ça? Exactement. Sélection aux Olympiades internationales, on entend beaucoup l'IA qui s'entraîne là-dessus, c'est d'ailleurs très impressionnant. Et ben, elle est déjà bien meilleure que moi, j'avais eu 0 sur 42 à la sélection. Ça ne m'a pas empêché d'être mathématicien. Voilà, donc Louis Grand, et puis après, cursus, on va dire, pas très original, donc classe préparatoire en mathématiques. J'ai pu intégrer l'école normale supérieure, et puis après les études universitaires dont on reparlera. Ok. Alors une petite question sur justement tes choix de sujets en maths, donc tu as choisi les probabilités. Alors c'est assez amusant vu de l'extérieur, on s'imagine, bon, quand on fait des maths, quand on est bon en maths, on aime l'abstraction. Et moi j'imaginais que tout le monde avait envie de faire de la théorie des nombres ou de la topologie algébrique ou je sais pas. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir les probabilités, finalement un sujet relativement appliqué, toute proportion gardée? Oui, alors je pense qu'en fait cette idée que les mathématiciens et mathématiciennes auraient un peu un Graal commun, en fait c'est pas tout à fait juste parce que c'est très varié les mathématiques dans ce qu'elles vous apportent et dans ce qu'elles demandent aussi. Et donc en fait la personnalité de chaque mathématicien et mathématicienne va impacter ce qu'il va aimer et les goûts sont très différents. Donc c'est très varié, c'est beaucoup moins monolithique qu'on imagine les mathématiques et les gens veulent faire des choses très différentes. Donc moi par exemple ce qui m'a amené vers les probabilités, c'est la combinaison de deux choses. La première chose, c'est que j'hésitais énormément entre maths et physique. Ah oui, d'accord. Et en fait, quand je suis arrivé à l'école normale supérieure, on est même autorisé à faire un double bachelor, double master. Mais je peux vous dire que, vu on va dire le niveau des gens, quand je suis arrivé à l'école, mon voisin de gauche, ma voisine de droite, enfin je veux dire, c'était pour moi c'était une autre espèce, quoi. Donc du coup, j'ai pas du tout osé faire les deux, donc j'ai renoncé à la physique. Ça a été un petit peu contre mon gré, mais j'ai renoncé à ça en me disant je vais quand même me concentrer sur une chose pour le faire bien. Et j'ai redécouvert, donc la deuxième chose qui s'est passée, c'est que le professeur qui enseignait les probabilités a fait deux choses, et d'une, ça a été très dur pour moi au début, les probabilités, j'ai rien compris. Il y a une notion qui s'appelle la notion de variable aléatoire, je ne comprenais pas l'intérêt de cette notion. C'est vrai que c'est pas évident cette notion. Ouais, oui, je ne comprenais pas, j'étais là, c'est une fonction, en fait, il y avait un truc qui m'échappait, donc je suis passé de ce moment d'incompréhension totale pendant les 2 premiers mois du cours au moment où il y a eu le déclic, où j'ai compris l'intérêt, et où là, et donc souvent en fait ces revirements, ils entraînent des émotions hyper fortes, et donc du coup j'ai vraiment apprécié du coup parce que je me suis mis à comprendre. Et en plus, donc Jean-François Le Gall, cet enseignant,
Ah, lui, il travaille en physique statistique, donc ce que je fais moi aussi. Donc il avait une culture des probabilités proche de ces probabilités qui permettent d'expliquer des systèmes complexes et en particulier des systèmes physiques. Donc j'ai retrouvé au moins le côté intuition venant de la physique. Et donc c'est devenu en fait le truc parfait pour moi, le domaine parfait. Ok. Donc à la suite de ça, tu es parti faire ta thèse à Genève, c'est ça? Ouais. Avec Stan Smirnov. Contre mon gré. Contre ton gré, pourquoi? Ce qui est marrant, parce que en fait, c'était probablement la meilleure décision de ma carrière. Mais en fait, j'étais en master avec Wendelin Werner. Et donc, médaille Fields 2006, vraiment un mentor et une personne exceptionnelle. Donc, tout pour lui, en quelque sorte, pour le jeune mathématicien que j'étais, en herbe. Et donc, je rêvais de faire ma thèse avec lui, puisque j'avais fait le master avec lui. Et lui t'a envoyé voir du pays. Lui m'a dit, écoute, en ce moment, ce qui bouge le plus en probabilité, c'est ce qui est fait par ce gars à Genève, Stas Smirnov. Moi, je pense que pour toi, ce sera plus fructueux d'y aller. Et donc, j'y suis allé, pas à reculons, parce que je lui faisais confiance, mais ce n'était pas mon plan initial. Quand j'ai débarqué à Genève, j'ai fait, mais qu'est-ce que je fais pourquoi je vois l'autre bout de la ville? Moi, j'étais parisien, vraiment le parisien indécrottable, donc qui avait l'impression d'être dans un village à Genève. Et en fait, je suis tombé amoureux de Genève, je suis jamais reparti. Et en plus, en fait, ça a été un coup de foudre mathématique avec les maths et la personnalité d'ailleurs de Stas Smirnov. Donc, du coup, c'était génial comme décision, mais c'est pas moi qui l'ai prise du tout, en fait. D'accord. Et alors, à quoi ça ressemble? Tu as un sujet de thèse au départ quand tu t'engages dans un truc comme ça, et qu'est-ce qu'il y a comme différence entre ce sur quoi tu quelque part, tu as signé entre guillemets le sujet que tu t'imaginais traiter et finalement ce que tu as fait durant ta thèse? Alors ça, oui, c'est une question intéressante. Parce qu'il y a vraiment différents types de directeurs de thèse. Et Stas, c'est le genre de personne qui donne un problème extrêmement difficile. Pour tout vous dire, j'ai jamais réussi à le faire. Donc le problème de départ. De ce point de vue-là, je suis un échec total. On n'est pas du tout parvenu à résoudre le problème. Et même à une version un peu, on pourra en reparler, mais une version un tout petit peu plus simple, beaucoup plus simple de ce problème. Ça a été déjà hyper surprenant qu'on arrive à le faire. Et on a reçu beaucoup de reconnaissance tous les deux pour avoir résolu cette version, mais qui est vraiment un baby example, comme on dit. C'est le truc, on est à des milieux du problème initial. Donc j'ai pas du tout fait, en fait, j'ai pas du tout résolu le problème initial. Par contre, ce genre de directeur ou de directrice de thèse, ils ont un avantage, c'est que pour les gens comme moi, qui ont besoin de beaucoup de liberté, qui en fait ont un avis très fort sur les problèmes sur lesquels ils ont envie de travailler ou pas, pour moi, c'est extrêmement important d'être motivé, d'avoir presque une relation émotionnelle immédiate avec les problèmes mathématiques sur lesquels je travaille. Et donc, du coup, si c'est forcé, ça ne marche pas. Donc, j'ai eu cette possibilité, grâce à Stas, de pouvoir travailler sur essentiellement ce que je voulais. Et d'ailleurs, au début, sur ce que je voulais travailler, en fait, c'était des trucs qui n'intéressaient pas du tout Stas. Maintenant, il reconnaît l'intérêt de ce qui a été fait à ce moment-là, parce que c'est ce qui a d'ailleurs créé toute la carrière derrière. Mais c'était des choses qui étaient assez loin, finalement, pour peu ses motivations à lui. Mais il m'a totalement encouragé à faire ce que je voulais. Il m'a laissé cette liberté. Et ça fait qu'en fait, il voulait que je travaille sur ce qu'on appelle les marches auto-évitantes. Et je me suis retrouvé à faire de la percolation. D'accord. Quasiment. Voilà. Alors, malgré tout, tu as eu quand même un résultat assez connu sur les marches auto-évitantes. Peut-être on pourra en parler tout à l'heure. Donc, on voit que la condition d'être ce qu'on appelle auto-évitant, elle complique vachement les choses. Une petite question, ça fait 2 fois là que tu parles d'émotions et de choses comme ça. Je sais que c'est un truc qui est important pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta vision des maths? Tu sais, il y a cette métaphore qui est une métaphore, mais du cerveau droit, du cerveau gauche, le cerveau gauche rationnel, le cerveau droit, tu vois, créatif, émotif. Et voilà, pour moi, pour avoir fait de la recherche, je suis convaincu que la recherche est énormément une activité de cerveau droit, de créativité, de choses comme ça. Et je t'ai entendu plusieurs fois parler du rôle de la créativité, de l'émotion, de la collaboration, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vision des maths et de qu'est-ce que c'est pour toi faire des maths par rapport à l'image d'Épinal qu'on a du gars solitaire?
à son tableau. Oui, c'est tout un programme, mais effectivement, une chose déjà qu'il faut rappeler, et je pense que c'est la première chose, mais la plus fondamentale, c'est que mon cerveau et le cerveau des mathématiciens et des mathématiciennes fonctionnent exactement comme le cerveau de tous les humains sur cette planète, et dans le sens que les mêmes mécanismes se mettent en branle quand on réfléchit à un problème mathématique ou quand on planifie ses futures vacances. Donc on ne peut pas isoler, on va dire, le raisonnement logique. C'est un peu ça l'image du mathématicien. Hein. C'est la personne qui est une espèce d'ordinateur sur pattes. On nous donne des pattes en général, on a le droit à des jambes, qui sait déduire de façon hyper sophistiquée ou calculer de façon hyper sophistiquée des choses, et donc du coup qui parvient à démontrer des théorèmes comme ça, mais c'est pas du tout le processus en fait du chercheur ou de la chercheuse en maths. Par exemple, moi je l'évaluerais en termes d'importance dans le processus de résolution d'un problème. Il y a peut-être 90% de trouver la bonne approche, mais c'est quelque chose de très vague. C'est comme si c'était juste dessiner la maison, c'est faire l'architecture de la maison. Et en fait, la partie construction, c'est-à-dire la partie vraiment déduction de la preuve, où il faut vraiment enchaîner, donner du corps à cette vision qu'on a eue, c'est peut-être 10% alors pas en termes de temps, mais en termes d'importance, c'est 10%. Alors ça prend effectivement du temps de le faire, mais c'est pas le point culminant de la résolution. Et ce qui d'ailleurs entraîne des choses un peu marrantes, parce que il y a des problèmes que j'ai l'impression d'avoir résolus il y a 5 ans. C'est juste que, en fait, la preuve elle-même, c'est-à-dire, je suis persuadé que ça va marcher parce que je pense avoir identifié, ou on pense collectivement, parce que moi je travaille beaucoup en groupe, on pense avoir identifié le point clé, la propriété, la chose qui fait que ça se passe comme ça. Après, bien sûr, le processus de preuve, il prend du temps, mais c'est pas, encore une fois, en fait, ce qui est important, et c'est pas en particulier, même quand le papier est écrit, ce qu'il faut parvenir à transmettre, c'est cette idée-là. C'est elle qui, en fait, va avoir des pattes, pour peu, et va pouvoir permettre de résoudre d'autres problèmes. D'accord. 2 sujets reliés sur lesquels tu as travaillé, c'est donc la percolation et le modèle d'Ising. C'est des sujets que moi j'ai découverts plutôt du côté physique. Ça te vient de cette envie que tu avais de faire la physique plus jeune. Pourquoi tu t'es intéressé à ces sujets-là? Est-ce que c'est parce que mon intuition, je pense, était plus forte dans ces cas-là. J'ai probablement une représentation assez visuelle des maths. Et du coup, j'avais besoin. Je ne suis pas quelqu'un qui est très fort avec l'abstraction, justement. Alors, même si l'abstraction, c'est très relatif, bien sûr. C'est sûr que j'ai quand même une capacité d'abstraction qui est probablement supérieure à la moyenne des gens, en particulier qui ne font pas de mathématiques, puisque je suis entraîné tous les jours à quand même penser abstraitement. Mais dans le spectre des mathématiciens et mathématiciennes, je suis vraiment tout au bout en termes de capacité d'abstraction. Moi, dès que justement les symboles prennent un peu le pas, dès que ça devient un peu trop algébrique, par exemple, c'est très très compliqué pour moi. Et l'avantage de la percolation en particulier, c'est que d'un certain point de vue, c'est une traduction de phénomènes physiques en dessin, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement visuel dans la façon dont on pense la percolation. Bien sûr, une fois qu'on écrit la preuve, de nouveau, on va être à enchaîner des symboles, des assertions, des choses comme ça. Mais pour y penser, on y pense vachement visuellement, et ça m'a beaucoup plu. Et une deuxième chose que j'ai beaucoup aimé dans la percolation en particulier, et puis dans les marches auto-évitantes qu'on a déjà mentionnées, c'est que ce sont des énoncés, les questions en fait sont assez simples. Assez simple, oui. Toute proportion gardée, encore une fois, du coup, on plonge très très vite on est happé très très vite dans le problème en se disant non mais ça c'est trop, l'énoncé est tellement simple, c'est incroyable qu'on ne sache pas ça, et on pourra reparler des marches auto-évitantes, mais la conjecture de Nienhaus que nous avons démontrée avec Stanislas Smirnov,
c'est vraiment l'archétype. En fait, j'ai découvert cette conjecture quand j'étais étudiant. Wendelin Werner, premier cours sur la perco et le modèle d'easing, justement, s'est dit, avant ça, je vais leur parler un tout petit peu de marche auto-évitante. Et en 5 minutes, il nous avait énoncé cette conjecture qui était complètement, dont on pouvait comprendre l'énoncé. On était là, mais c'est totalement délirant, en fait. Et ça, c'est le genre de problème dans lequel je me retrouve happé très rapidement. Et voilà. On va parler un peu de la médaille Fields parce que c'est ce qui t'a fait connaître du grand public et de moi aussi, hein, je ne cherche pas à le nier. Alors c'est un prix qu'on compare souvent au prix Nobel. Il n'y a pas de prix Nobel en maths, même si c'est quelque chose d'un peu différent. Donc c'est remis tous les 4 ans à au plus 4 mathématiciens ou mathématiciennes. Donc toi tu l'as eu en 2022. Comment est-ce qu'on apprend ça? Est-ce que c'est comme le prix Nobel, on reçoit un coup de fil juste 2 heures avant l'annonce? Et je sais que le prix Nobel, il y a des gens qui guettent l'indicatif de la Suède pour voir s'ils vont recevoir le coup de fil. Non, mais en fait, c'est assez marrant parce que donc on est le prix Nobel, les gens sont tenus au courant effectivement 2-3 heures avant l'annonce. Mais ça reste quelques mois avant la cérémonie, bien entendu, parce qu'il faut se... Oui, il y a 2 mois, donc ça c'est octobre et décembre. C'est ça. Et donc c'est un choix, et puis l'annonce est toujours au même moment, au même jour, et donc j'ai parlé du coup avec pas mal de prix Nobel qui expliquent que c'est un jour honni pour eux, parce qu'en fait pendant des années, voilà, il y a une petite partie d'eux qui s'attend à avoir le coup de fil et puis ils l'ont pas, donc ils l'ont pas. Donc ça, c'est un truc un peu pervers. Alors en mathématiques, ils ont opté pour un autre type de perversion parce que donc on reçoit la médaille Fields en juillet et c'est au congrès international des mathématiques qui a lieu tous les 4 ans. Donc c'est la plus grande conférence en mathématiques. Il y a beaucoup de conférences, mais là c'est la plus grande. Et en fait, essentiellement, on apprend, donc le président de l'Organisation internationale des mathématiciens nous appelle autour, et c'est là où c'est pervers, autour de février, mars, avril. Donc plusieurs mois avant. Voilà, sans avoir de date précise. Ok. Donc, du coup, c'est quelque chose quand on sait qu'on est potentiellement dans les pipelines, dans les tuyaux et qu'on peut l'avoir, ça peut être quelque chose d'extrêmement difficile, en particulier pour ceux qui se retrouvent à ne pas l'avoir, parce que c'est des gens qui peuvent, du coup, pendant 2-3 mois, avoir un peu inconsciemment, en tout cas, attendu la chose. Ah oui. Moi, j'ai eu pas mal de chance. Je l'ai appris en janvier. Donc avant même que la phase commence. D'accord. Parce que c'était assez marrant, c'est que pour pouvoir faire le coup de fil, la personne envoie d'abord un email et cet email est tombé dans mes spams. Et donc du coup, une semaine après le premier email, donc moi je ne savais pas, j'ai reçu un deuxième email, mais un peu paniqué en fait. Ah oui, d'accord. De dire, mais vous comptez vraiment l'accepter quoi. Et là je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc c'était assez marrant parce que le pauvre président Carlos Koenig à l'époque était un peu se demander, mais ça y est, je suis tombé sur celui qui ne la veut pas, mince, qu'est-ce qui se passe? Alors que c'était juste dans mes spams. Donc ça, c'est la première partie. Moi, j'ai échappé au côté... indirectement, j'y ai pas échappé, mais on va dire que voilà, j'ai pas eu à attendre. Par contre, ce qui n'est pas facile, c'est qu'une fois qu'on le sait, on doit le garder pour soi pendant... Parce que l'annonce se fait au moment du congrès. Exactement. Donc du coup, pendant plusieurs mois, on doit prendre sur soi et attendre. On a le droit de le dire à sa femme. Donc la femme savait, mais les autres personnes ne savaient pas. Et pour moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, quelqu'un m'a expliqué que j'avais été, avec une autre personne, le premier recalé. D'accord. Ah oui, en plus... Et donc, du coup, ça avait eu... déjà, je trouvais que c'était pas très sympa de faire ça. Parce qu'après, tu passes 4 ans. Et voilà, du coup, je veux dire, on a beau ne pas faire ça pour ça, c'était pas du tout l'objectif pour moi d'avoir la médaille Fields, mais il faut quand même imaginer que c'est la reconnaissance ultime dans son domaine pour ses recherches, aussi pour les recherches de ses... des collaborateurs, en fait, des collaboratrices. Donc c'est quelque chose joint, entre guillemets. Il y a une personne qui reçoit, mais c'est toute une communauté qui... donc il y a une responsabilité, etc., qui fait que ces 4 années n'ont pas été forcément très agréables. Fallait
faire tout ce que je pouvais pour ne pas y penser. En fait. Et ça, c'était quelque chose de pas facile. Et puis un autre point, c'est que du coup, juste pour la petite anecdote, c'est que en 2018, du coup, j'en ai parlé à mes parents. J'ai dit, voilà. Plus j'étais au congrès au moment où on me l'a dit, donc il y avait ceux qui venaient de le recevoir, et la personne vient me voir et me dit, si tu travailles bien, tu l'auras dans 4 ans, parce que tu as été le premier calé. Vous avez été les premières calées avec cette autre personne. J'étais là, merci du cadeau. Donc du coup, je regardais les gens en me disant, voilà, je suis le loser de la bande. Et donc j'en ai parlé à mes parents, etc. Donc ils savaient. Ah oui, donc 4 ans plus tard... Et donc 4 ans plus tard, ils étaient en panique totale. Eux, ils étaient en panique pour peu. Autant moi, de toute façon, en toute honnêteté, au niveau professionnel, ça n'a rien changé. C'est vraiment, ça a ajouté beaucoup de choses extra, enfin, ce que j'appelle extra-professionnel, même si ça reste mon métier. Genre cette interview, par exemple. Par exemple, exactement. Tu ne me connaissais pas avant 2022, et c'est normal. Et... Donc ça a changé des choses comme ça, mais pas vraiment au niveau du métier. Mais par contre, pour mes parents, eux, ils avaient un véritable stress que je... Et d'ailleurs, mon père, en mars du coup 2022, me dit tu sais, Hugo, tu peux me dire que tu l'as pas, parce que là, je vois que vraiment, tu as une sale mine, je vois que tu es déçu, tu sais, je sais que tu n'as pas le droit de le dire, mais dis-le-moi. Alors que moi, ça allait très bien, en fait, j'avais la médaille Fields, et j'étais là, d'accord, alors j'ai une sale tronche. Voilà, mon père est en train de me dire que juste, j'ai pris 4 ans, et que, voilà, je commence à... Donc, c'était assez marrant de voir le décalage, et en toute honnêteté, je leur ai dit un petit peu avant, parce que j'avais quand même envie qu'ils viennent, et que, à la cérémonie. Alors une chose, à nouveau aussi une différence entre la médaille Fields et le prix Nobel, c'est que c'est une récompense qui s'obtient jeune, puisque il faut avoir moins de 40 ans, c'est ça? Exactement. Et donc j'imagine initialement c'était aussi pour récompenser un début de carrière prometteur, etc. Et comme tu disais, ça n'a pas forcément bouleversé ta vie professionnelle. Qu'est-ce que ce serait un résultat mathématique que tu rêverais de démontrer aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des sujets en particulier qui te titillent, ou alors alternativement des envies peut-être d'aller dans des directions que tu n'as pas du tout explorées? Oui, alors c'est une bonne question. Moi, c'est toujours un équilibre. Ma carrière jusque-là, comme mon domaine de recherche, j'ai toujours tenté de... J'ai pas la force de sauter vraiment. Il y a des gens qui ont cette capacité incroyable. D'ailleurs, Stas Smirnov est une de ces personnes à vraiment sauter d'un domaine à un autre. Ouais. C'était pas du tout un probabiliste, en fait, Stas. Et il a eu la médaille Fields pour des résultats en probabilité. Mais c'était quelqu'un qui venait de l'analyse et il a sauté, il a pris un problème de proba et il s'est trouvé qu'il avait exactement les compétences en fait pour le résoudre et il a fait cette énorme percée que personne n'imaginait possible. Moi, je ne suis pas du tout ce genre de personne, je n'ai pas cette force-là. Par contre, j'ai une espèce de... Je pense que j'ai une capacité à améliorer mon intuition et ma connaissance d'un domaine graduellement qui est assez forte. C'est-à-dire, je fonctionne par plein de petites avancées, mais globalement, du coup, le ballon augmente. Et donc, je ne suis pas le genre de personne qui rêve d'un énorme problème à 10 km de mon domaine de recherche. Je suis plutôt à... Il y a des méta-problèmes, il y a des choses qui me bloquent un peu de façon commune à la frontière de ce que je sais faire. Et c'est ce genre de choses-là que j'aimerais débloquer. Donc, par exemple, l'une des choses, on en reparlera peut-être, mais donc, la percolation, c'est une espèce de coloriage aléatoire, en quelque sorte. On peut en tout cas le voir comme ça, ce sont des graphes aléatoires, mais on peut voir ça comme des coloriages aléatoires. Et puis, il y a différentes façons de colorier les choses. On peut colorier les choses en choisissant les couleurs vraiment indépendamment pour chaque zone de votre dessin, en quelque sorte. Mais on peut essayer d'introduire des dépendances dans ces coloriages, c'est-à-dire essayer d'imaginer que si j'ai colorié cette partie en bleu, ça augmente peut-être la proba que celle-là soit en bleu, ou au contraire, ça la diminue, etc. Et donc, ce qui a fait ma notoriété mathématique, ça a été de développer une théorie de la percolation, donc de ces coloriages, où on autorise des dépendances, justement. Alors qu'avant, très souvent, l'immense majorité des résultats en percolation, c'était pour des coloriages indépendants. Donc, j'ai développé cette théorie petit à petit, d'ailleurs. C'est pas du tout qu'un jour, je suis venu avec un papier marteau-pilon et puis il n'y avait plus rien qui résistait. Donc, c'était petit à petit. Mais par exemple, il y a des types de dépendances qui me résistent encore.
il y a, en fait, l'immense majorité des types de dépendance. Il y a des propriétés dont j'ai besoin, mais dont j'aimerais me départir, etc. etc. Et c'est des choses qui me bloquent, par exemple, s'il y a un thème en ce moment qui m'amuse beaucoup et que j'aimerais comprendre. Bien sûr, ces coloriages, ça paraît un peu enfantin de se dire je suis en train de faire un modèle de coloriage, machin. Mais en fait, ça permet d'expliquer les corrélations ou les comportements de systèmes très complexes, en particulier des systèmes comme le système d'Ising, donc des systèmes de ferromagnétisme qui expliquent le comportement des aimants. Ça permet aussi, par exemple, il y a des modèles de percolation qui se cachent derrière un phénomène qu'on appelle le phénomène de localisation-délocalisation d'Anderson. Qui explique pourquoi certains matériaux devraient être isolants ou conducteurs. Et ça, c'est un problème qui résiste vraiment aux mathématiciens et aux mathématiciennes. Pour peu, on a parvenir à avoir ce qu'on appelle une phase délocalisée, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Et voilà, je commence à me poser des questions sur ces modèles de percolation sous-jacents qui sont bien plus terribles et dont les dépendances sont bien moins gentilles que celles que j'ai l'habitude de manipuler dans les théories que j'ai développées jusque-là. Mais voilà, peut-être que c'est une approche un peu différente de ce qui a été tenté avant, parce que justement, on connaissait tellement peu de choses sur les modèles de percolation dépendante que ça semblait vraiment de la science-fiction essentiellement. Maintenant, ça semble peut-être un peu moins. Et donc ça fait partie des choses qui m'intéressent. On verra si ça marchera ou pas. De toute façon, j'ai aucune capacité à prédire ce que j'arriverai à résoudre ou pas. Donc ça veut dire que je suis toujours surpris. C'est pas mal. Mais voilà. Une petite question sur quelque chose qui fait beaucoup parler en ce moment, qui est les apports de l'intelligence artificielle, et notamment depuis 2-3 ans les grands modèles de langage. Je lisais, je crois que Terence Tao disait qu'on n'est pas très très loin de pouvoir utiliser certains grands modèles de langage, limite comme entre guillemets un co-auteur. Alors pas au sens un co-auteur, il va écrire le papier pour moi, mais vraiment une sorte de sparring partner créatif. Est-ce que c'est des choses que tu as déjà essayé ? J'ai déjà essayé. Moi, je me sers beaucoup des LLM comme assistant pour peu, parce que je veux dire, on le dit pas trop, mais une grosse partie de notre métier, c'est aussi de l'administratif, c'est de la rédaction, donc ça aide beaucoup de ce point de vue-là. Au niveau mathématique, jusque-là, ça m'a pas encore été utile, mais j'ai aucun doute que ça le sera rapidement. En particulier pour essayer il y a une chose qui est claire, c'est que il y a différents niveaux d'innovation dans les papiers, dans les solutions qu'on produit. Et c'est essentiellement, ça peut être un peu une façon de le voir, c'est que les grandes découvertes, c'est un peu des analogies à grande distance entre différentes choses. Et plus l'analogie est à grande distance, plus la découverte est fondamentale. C'est un peu, par exemple, quand on regarde Einstein, c'est son unité cosmique. Enfin, c'était un peu cette analogie à très grande distance. Et il a su rapprocher justement les comportements, électromagnétisme, etc. Donc ces grandes découvertes, c'est ça. Et bien sûr, je pense que pour l'intelligence artificielle, pour l'instant, c'est le vrai challenge, c'est de parvenir à faire ces ces analogies à très grande distance. Probablement, ils y arriveront un jour, mais aujourd'hui, c'est ce qui est le plus difficile. Par contre, une fois qu'on a fait ces analogies, c'est un peu un truc fractal, c'est comme s'il y avait un petit arbre, il y a quand même des petites analogies. Enfin, de chaque côté, il faut quand même faire des choses pour que la grande analogie marche. Puis sur ces choses, de nouveau, il y a des petites choses à faire encore plus. Et ce qui est clair, c'est que l'intelligence artificielle va parvenir à monter dans ce qu'elle arrivera à faire de façon mathématique par elle-même. Et en fait, ça va venir nous aider. Déjà, c'est pas juste de la rédaction, dans la résolution, mais en quelque sorte dans le bâti, on va dire, donc dans la construction de la maison. Voilà, c'est ça, exactement. Peut-être que l'architecture, c'est encore un petit peu difficile, mais en tout cas dans le bâti. Et ensuite, une deuxième chose qui est réelle, c'est que le processus créatif en mathématiques, comme partout, il est aussi basé sur un processus de dialogue intérieur, sur tenter des choses, se rendre compte que ça ne marche pas, apprendre pourquoi ça ne marche pas, réutiliser ça pour
comme nouvelle information sur le système, sur le problème pour chercher une nouvelle chose qui va de nouveau pas marcher, etc. etc. Et donc ce dialogue intérieur où, on va dire en petits groupes avec d'autres mathématiciens et d'autres mathématiciennes, avoir une IA pour faire ça et dialoguer aussi, ça apportera forcément quelque chose. Toute information supplémentaire apporte quelque chose, donc j'ai aucun doute que ça va très rapidement être utile, rien que pour rapidement noter si quelque chose est faux ou pas. Hein. Moi, c'est marrant, on a tous des spécificités un petit peu. Et, par exemple, je suis quelqu'un qui fait énormément d'erreurs. Très approximatif. En fait, j'ai une très mauvaise mémoire. Et je pense que il se trouve que ça m'aide énormément. Et parce que j'approxime tout. Quoi. Je suis là, mais dans ce papier, il faut exactement ce dont on a besoin. Je vais voir le papier. En fait, c'était pas du tout ça qu'il faisait. Mais ce que j'ai retenu, qui était très approximatif, qui n'était pas totalement ce qu'il faisait, en fait, fonctionne quand même. C'est-à-dire, on peut quand même utiliser certaines idées de ce qu'ils font pour faire un truc comme ça. Et donc, on peut utiliser ce papier de façon différente de ce qu'on aurait pu imaginer au premier, parce que j'ai une mauvaise mémoire. Donc, c'est plutôt un avantage. Mais du coup, j'ai vachement besoin d'avoir des gens autour de moi, des collaborateurs. Je trouve souvent des collaborateurs ou des collaboratrices qui ont pour peu une capacité à être tranchant et net. Je pense par exemple à Ioan Manulescu, qui est un de mes plus grands collaborateurs et un très proche ami. Il a vraiment cette capacité à me dire que j'ai faux quasiment tout le temps et à rebondir dessus du coup en transformant en quelque chose de juste. Donc, et ça, on peut imaginer, c'est une compétence que j'ai pas par exemple. Quand Mano il est pas là, peut-être que j'ai besoin et à l'inverse, pour lui, peut-être qu'il y a d'autres choses qu'il saura faire moins bien et une IA qui peut lui proposer des pistes, ça viendra aider, c'est clair. Okay. Voilà. Et comme ça. Allez, comme ça, je pense. Alors, on est parti. Donc, on commence par les marches aléatoires auto-évitantes. Allez, parlons d'un petit problème, enfin, un gros problème, mais sur les marches aléatoires auto-évitantes. Donc, imaginez que vous preniez ce qu'on appelle un réseau en nid d'abeilles. Donc, c'est pas le plus simple à dessiner, mais je vais tenter comme ça. Donc ce sont des hexagones, hein, c'est un pavage par des hexagones du plan régulier. Donc bon, là c'est régulier mais à la main. Donc vous êtes dans votre cuisine en gros, si vous avez des catelles qui ressemblent à ça. Et dessus on va se poser une question, somme toute relativement simple. C'est si je pars d'un point, par exemple ici. Et que je commence à dessiner, à aller le long des arêtes, comme ça, entre les catelles. Donc on ne va pas d'un hexagone à l'autre, on marche sur les bords, c'est ça? On marche sur les bords. Et puis, je dirais que, allez, on fait 4 traversées d'arêtes, de bords. Combien de dessins je peux dessiner comme ça? Là, j'en ai dessiné un, mais je pourrais en dessiner un autre. Allez, je vais faire en jaune. Si j'arrive. Donc, j'aurais pu partir dans cette direction, par exemple. Faire comme ça. Ça, c'était un chemin possible aussi. Allez, on va en faire encore un. Et le réseau est infini. Hein. Donc là, évidemment, tu n'as pas dessiné un réseau infini. Exactement. Là, merci pour la compréhension. Voilà, on a pu faire ça. Donc, combien de chemins je peux dessiner sans aucune contrainte? C'est pas très dur à calculer parce que à chaque fois que j'arrive quelque part, j'ai 3 possibilités, si j'ai même droit de si tu t'autorises de revenir, Donc, j'aurai a priori 3 puissance le nombre de pas que j'ai décidé de faire. Donc là, 3 puissance 4. Ok. Voilà. Mais maintenant, imaginons que je pose la même question en m'obligeant, j'ai une règle à laquelle je ne peux pas déroger, qui est je n'ai pas le droit de repasser au même endroit. Interdiction totale. Alors, pas la même arête, c'est ça? Ou pas le même point? Ça reviendra au même. Ah, ça revient au même. Parce que, ah bah oui, une fois que tu es passé, tu peux plus ressortir. Ok. Donc on n'a pas le droit de se réintersecter. Ok, ça marche. Donc en particulier, on n'a pas le droit de reculer. Donc on voit qu'il y en a beaucoup moins d'arêtes. Parce que, au premier coup, on a 3 possibilités. Mais dès qu'on a fait le premier coup, après, on n'a plus que 2 possibilités à chaque fois. Donc on pourrait penser que c'est 3 fois 2 puissance, moins 1, voilà. Sauf que, cette condition de ne pas se réintersecter
Pour 4 arêtes, ça va. En fait, c'est bien 3 fois 8. Donc, on est bien à 24. Mais si on a plus d'arêtes, si on fait plus de chemin, on peut aussi faire des choses comme ça. Par exemple, si on prend 6 arêtes et qu'on arrive ici, aïe aïe aïe, j'ai pas le droit d'utiliser cette arête-là. Donc on voit que la condition d'être ce qu'on appelle auto-évitant, elle complique vachement les choses. Ouais. Et donc il y a une question assez naturelle, c'est que si je donne un petit nom, on va appeler CN, CN ce sera le nombre de chemins possibles, donc auto-évitants, hein, ouais. qui n'ont pas le droit de repasser par là où ils ont déjà visité, de longueur n, voulant dire qu'ils prennent ouais. n, qui font n pas. Bah, comment CN croît? À quoi ressemble CN? Est-ce que CN c'est presque 3 fois 2 puissance n moins 1? Est-ce que c'est beaucoup plus petit? Est-ce que, etc. etc. Okay. Et en fait, en 81, un physicien, Bernard Nienhaus, a prédit la chose suivante. Il a dit CN croît exponentiellement vite. Ok, donc quelque chose puissance n. Quelque chose puissance n. Et ce quelque chose puissance n, et c'est là où c'est magique, ce quelque chose c'est racine de 2 plus racine de 2. Ah, vas-y, écris-le parce que c'est quelque chose qui à l'oral peut être confusant. Racine de 2 plus racine de 2 okay. Puissance n, à peu près. Donc c'est plus petit que 3 puissance n, évidemment, qui était le... C'est plus petit que 3 et même que 2 parce que c'est quelque chose comme 1,84. Ah oui. Quelque chose comme ça. Alors là, ne venez oui, non, mais c'est ça. C'est que des fois on a 2 choix, des fois on en a un. Exactement. Et donc la question c'est de savoir où est-ce qu'on est entre les deux. Et il se trouve que c'est la prédiction Nienhaus. C'était une prédiction à l'époque. Et il était arrivé ça, il faisait des simulations numériques où il a regardé les premiers termes et il avait des arguments. C'est très profond, mais c'est très compliqué. D'ailleurs, une petite anecdote. Wendelin Werner nous avait dit à l'époque, nous avait expliqué ce problème. C'est une conjecture en 2006-2007 quand j'ai appris l'existence de ce problème. Et il a dit, bah, j'ai demandé à Nienhaus comment il faisait et apparemment Bernard lui avait répondu. C'est trop compliqué pour que tu comprennes. Donc dire ça à Wendelin Werner, médaille FIS 2006, c'était assez rigolo. Je pense que c'était une blague, mais en fait, la façon, donc, ce qui se trouve, c'est que cette chose-là est devenue un théorème. Maintenant, c'est un théorème depuis 2012, en fait. Enfin, en tout cas, il est publié en 2012. C'est un théorème qui a été fait par Stanislas Smirnov, le directeur de thèse, et moi-même. Ça dit exactement que CN, en fait, pour donner les quantités, même si c'est pas très grave, ça dit que la limite quand n tend vers l'infini de Cn puissance 1 sur n, c'est racine de 2. Donc ça dit vraiment Cn croît comme racine de 2 plus racine de 2 puissance n. Un peu une autre façon de le voir, c'est Cn plus 1 par rapport à Cn, ce sera à peu près racine de 2 plus racine de 2. Donc il y a racine de 2 plus racine de 2 fois plus de marche de longueur n plus 1 par rapport aux marges de longueur n. Voilà. Et en fait, pour tout vous avouer, donc c'est un théorème qui a eu un certain retentissement, ça a été publié dans la plus grande revue, enfin l'une des plus grandes revues mathématiques, il n'y a pas vraiment deux plus grandes. Oui. Il y a un top 4, et donc c'était dans une de celles-là. Ça a été vraiment quelque chose qui a un peu changé ma carrière quand même. Mais c'était pas du tout la question que m'avait posée Stas pour la thèse. Stas pour la thèse, il voulait en fait non seulement qu'on fasse ça, mais qu'on fasse quelque chose en fait de beaucoup plus dur et on sait toujours pas le faire. C'est que là, vous voyez, quand je dis Cn se comporte comme ça, ben, en fait ça dit oui, la vitesse de croissance c'est racine de 2 plus racine de 2, mais c'est pas très précis en fait. Ça pourrait être exponentielle de racine de n fois racine de 2 plus racine de 2 puissance 7. Ça peut être quelque chose de très bizarre. La correction est bizarre. Et en fait, une estimation dans le papier de Nienhaus qui est beaucoup plus précise, c'est que Cn, ça devrait être comme n puissance 11/32 fois racine de 2 plus racine de 2. Donc quelque chose d'assez incroyable, ce 11/32 comme ça qui sort un peu de nulle part.
Et c'était ça que je devais faire pour la thèse. D'accord. On ne sait toujours pas faire. Je veux dire que je trouve que c'était assez marrant parce qu'en fait, Stas m'a fait viser très très loin et puis on est tombé loin, mais quand même. Mais déjà bien. Super. Et alors une chose que je te disais avant, c'est que moi j'avais imaginé que en fait cette conjecture sur le réseau hexagonal, c'était le truc qu'on faisait après avoir fait le réseau carré ou cubique, quoi. Et en fait tu me disais pas du tout, le réseau cubique est beaucoup plus compliqué. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la même question sur un réseau beaucoup plus simple à dessiner qui est le réseau carré. Et on pose exactement la même question. Ouais. Et donc là, on est quelque part entre. Alors, on sait qu'on est moins que 3 puissance n, c'est ça, Voilà, parce qu'à chaque fois. Donc là, on se rend compte que. Donc, bien sûr, on a moins de 4 choix à chaque fois, mais si on prend le fait qu'on est auto-évitant, même moins de 3 choix à chaque fois, donc la vitesse de croissance va être plus petite que 3. En fait, elle vaut à peu près, donc Cn dans ce cas-là, je sais pas, on va faire Cn hexagonal. Ouais. Voilà. Cn carré. Il doit se comporter. Là, il y a un n. Oui, excusez-moi. Oui, clairement. C'est typique, les typos sur le tableau. Donc, ça doit être comme une constante puissance n. Ouais. Et cette constante, c'est à peu près 2,6 quelque chose. Ok. D'ailleurs, pour la petite histoire, et pour les jeunes qui écoutent, ChatGPT ne sait pas tout. Parce qu'un jour, pour m'amuser, juste par curiosité, je me suis dit, quelle est la valeur de la constante de connectivité du réseau hexagonal, je lui ai demandé. Il m'a dit, elle vaut approximativement 2,62 quelque chose. Ok. C'est intéressant parce que ça ressemble beaucoup à la constante de connectivité du réseau carré. Et là, il fait non, la constante de connectivité du réseau carré est racine de 2 plus racine de 2. Il fait là, alors là, vous êtes tombé sur le mauvais. Tu lui as dit, mais tu sais à qui tu parles. Mais c'est intéressant parce que je voulais qu'il comprenne. Je lui ai pas dit parce que c'est. Non, mais c'est intéressant effectivement de voir. Si on lui dit qu'il a tort, tout de suite, il s'autocorrige pour vous donner raison. Ouais. Donc c'était pas très drôle, donc j'avais plus envie qu'il le trouve. Ah, bien sûr, bien sûr. Et il a persisté à échanger les deux et à confondre. C'était assez étonnant de voir que sur des tâches précises, en fait, on voit bien l'aspect stochastique de l'apprentissage dans ces cas-là, c'est qu'il y avait peu de données. Donc il tire une probabilité au hasard et. Exactement, et là, Paul pour lui, il était tombé. C'est pas mal. Juste pour conclure, parce que ça donnera une bonne occasion de conclure quelque chose de joli. Donc, il n'y a pas du tout le même nombre de marches auto-évitantes de longueur n sur le réseau hexagonal ou sur le réseau carré. Là, on voit, donc on a dit que c'est à peu près 1,84 puissance n, donc beaucoup plus petit que 2 puissance n. Là, c'est beaucoup plus grand que 2 puissance n. Oui. Et pourtant, la correction devant, c'est exactement la même. D'accord. Et ça, c'est quelque chose d'assez fascinant. C'est ce qu'on appelle une propriété universelle. Cet exposant critique, là, le 1132e, il apparaît quel que soit le réseau planaire qu'on étudie. Et ça, ce sont les propriétés. Il y avait une vraie raison pour laquelle Smirnov m'avait demandé de regarder cette chose-là avant toute chose. C'est que ces propriétés sont les propriétés partagées par tous les modèles, les descriptions. Là, on comprend bien, une marche auto-évitante, c'est en fait une espèce de description d'un polymère, d'une longue. Oui, c'est ça, c'est utilisé. Et donc, du coup, c'est une caricature. Bien sûr, la chaîne, elle n'est pas sur un réseau hexagonal, même sur du graphène ou des choses comme ça, ce ne serait pas très naturel, en fait. Ou elle n'est pas sur le réseau carré, etc. Donc, ce sont des caricatures mathématiques de la réalité. Mais dans ces caricatures mathématiques se cachent des propriétés universelles qui ne dépendent pas de la caricature, qui ne dépendent pas des détails. Et en fait, c'est ces propriétés que les mathématiciens et mathématiciennes essayent de trouver parce que c'est celles qu'on peut aussi retrouver dans la nature, en fait. On a fait une simplification, mais si on fait une bonne simplification, qu'est-ce qu'on a gagné? On aura encore les bonnes propriétés, mais par contre, on aura quelque chose qui est plus manipulable, sur lequel on peut plus travailler. Okay. Donc 1132e pour les jeunes qui veulent faire des maths, c'est un des challenges pour le 21e siècle d'arriver à choper ces n puissance 1132e pour le réseau hexagonal déjà, qui est un modèle un peu plus simple du coup puisqu'on connaît cette chose explicitement. Puis encore mieux pour le modèle carré. Voilà. C'est trop dur pour moi. Voilà. On parle un peu de percolation. Allez, parlons de percolation. Alors,
Pour beaucoup de gens, la percolation, c'est le filtre à café. Hein. Pour moi aussi. C'est ce que j'aime le plus dans la percolation, c'est le café. Mais en fait, la percolation, avant toute chose, c'est un modèle. Donc là, on était pour les marches auto-évitantes, on était dans un modèle pour les polymères, les longues chaînes de molécules, de monomères. Ici, on va être dans un modèle dans lequel la percolation de porosité. C'est pour ça qu'on appelle ça la percolation. C'est l'eau qui passe à travers les grains de café, qui récolte les arômes qui vous donnent le café. Donc on est dans un modèle de porosité, mais en fait, ça pourrait être autre chose. Ça peut être la porosité d'une pierre ponce, ça peut être le charbon avec les gaz, pour faire par exemple des masques à gaz pour la peinture ou des choses comme ça. Ça peut être... Moi je l'avais appris avec la conductivité électrique. Exactement, il y a des liens avec la conductivité électrique. Ça peut être aussi la diffusion d'une rumeur ou d'une maladie à travers une population, etc., etc. Donc comment on va modéliser ça? J'ai parlé de coloriage aléatoire. Donc prenons déjà l'exemple d'un coloriage aléatoire et puis après on fera autre chose. Donc si je reprends mon réseau hexagonal, d'ailleurs j'aurais pu peut-être me simplifier la tâche et faire ça carré, mais bon c'est pas grave, c'est pour montrer mes compétences à colorier les... En fait il y a une raison pour laquelle on travaille beaucoup sur les réseaux hexagonales, mais ce qu'on va faire c'est qu'on a deux couleurs, jaune, bleu. Jaune, ce serait entre guillemets nos grains de café. Bleu, c'est l'endroit où l'eau peut passer. D'accord. Et donc chaque hexagone va être soit jaune, soit bleu. D'accord. Et faisons tout simple. On prend une pièce de monnaie ou on prend n'importe quelle façon de tirer au hasard le résultat. Et on va dire que si ça tombe, prenons une pièce de monnaie, si ça tombe sur pile, on va colorier en bleu. Si ça tombe sur face, on colorie en jaune. Donc on va sur chacune des cases. Donc là, je retire une pièce de monnaie. Hop, ça tombe sur jaune. Je retire la pièce de monnaie, c'est pile. Hop, sur jaune, etc. Et je colorie comme ça toutes les cases de mon réseau, qui de nouveau est infini. Hein. Oui, ok. Et je vais me poser les questions, puisque j'essaie de comprendre la porosité, des questions de porosité, de connectivité. Est-ce qu'il y a un chemin bleu qui va d'une zone à une autre, par exemple d'en haut à en bas? Ce qui voudrait dire que l'eau parvient à passer à travers les grains de café. Si les grains sont trop tassés ou s'il y en a trop, etc., et là, elle sera bloquée, elle ne pourra pas arriver en bas, j'aurai pas de café. Ce qui est un problème. Bon, si ça passe trop facilement, vous aurez un très mauvais café aussi. Donc, bon, il faut le bon équilibre. C'est important les maths. Alors, on voit les applications. Attention quand même. Hein. Et donc c'est le but, c'est de comprendre les propriétés de connectivité de ce coloriage aléatoire, puisque du coup, chaque case la couleur a été tirée au hasard. Donc là, c'était un cas où la probabilité d'être bleu, c'était un demi, puisque ma pièce de monnaie tombait sur pile avec probabilité 1,5, sur face avec probabilité 1,5. Mais on peut imaginer le même coloriage dans un cas déséquilibré, comme si vous aviez une pièce déséquilibrée, ou par exemple, je sais pas, vous lancez un dé et vous décidez que c'est bleu si ça tombe sur 5 et 6, et c'est jaune si ça tombe sur 1, 2, 3, 4. Là, vous aurez quelque chose de différent, ce sera un tiers, deux tiers, etc. Vous imaginez une façon de tirer au hasard, de telle sorte à ce que la probabilité de l'hexagone bleu, d'un hexagone bleu, vaut P, et du coup jaune c'est 1 moins P. Et vous posez une question simple. Comme toujours, en fait, les mathématiciens, quand ils essayent d'étudier un système physique, en tout cas en physique statistique, tout type de physique statistique que je fais, souvent, en fait, ces systèmes sont très grands. Hein. Si je regarde, par exemple, les molécules dans cette pièce, dans l'air de cette pièce, il y en a tellement qu'en fait, une bonne façon d'étudier ces systèmes, c'est d'imaginer qu'ils sont infinis. Donc là, j'ai un système, ma cafetière, elle est infinie. D'ailleurs, vous remarquez qu'elle est aussi planaire. C'est pas, en général, c'est pas si fin que ça, mais elle est infinie. Et bien, il y a une question naturelle qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une composante infinie, un chemin infini bleu, par exemple? D'accord. Et quelle est la probabilité de ce chemin? Donc, est-ce que, donc question,
existe-t-il un chemin infini bleu? C'est comme si on se demandait s'il y avait un océan infini, si on imagine que les grains de café c'est un continent, voilà. C'est beaucoup plus poétique. Un océan infini bleu. Et d'ailleurs, en fait, les deux seront reliés. Et on peut se douter que la réponse, elle va quand même dépendre de P. Si P est tout petit, si la probabilité de chaque hexagone d'être bleu est, je sais pas, 1/10, quand même vraiment l'impression que ça va être dur, quoi. Ouais. Il faudra un sacré coup de bol. À l'inverse, si c'est très proche de 1, c'est 0,9, on peut se dire, bon bah là, à l'inverse, ça va probablement, c'est dur pour les hexagones jaunes de bloquer les hexagones bleus et il y aura un immense océan bleu. Et on peut se dire, bah ok, bah maintenant, est-ce que je peux deviner à quel point ça change justement, hein. Plus P augmente, plus il y a d'hexagones bleus, donc on se doute qu'en gros il va y avoir une espèce de transition à une valeur PC, ce qu'on appelle un point critique, qui va séparer en quelque sorte, qui sera défini comme il n'existe pas, donc pas d'océan si P est strictement plus petit PC, et un océan si P est strictement plus grand que PC. Disons rien sur ce qui se passe au... Ok. C'est ce qui va séparer entre pas d'océan et un océan. Allez, on tente. Pour les gens qui regardent la vidéo, essayez de vous dire, pendant là, je vous laisse 10 secondes, à votre avis, la transition, elle va être à quoi sur ce coloriage-là? Moi, je dirais il faut au moins plus de 50%. On s'imagine qu'au milieu, il n'y aura ni océan infini, ni continent infini. Et je sais pas, je devrais le savoir en plus, mais non, 2 tiers. Allez. Non, mais en fait, c'est exactement un demi. Ah, c'est un demi. Ah, bah tu vois. PC, ça vaut un demi. Ah, bah j'aurais pas. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est. Et tu avais la réponse, tu as dit donc 1,5. On a l'impression qu'il ne va pas y avoir d'océan bleu. Pourquoi? Parce que, d'un certain point de vue, si on a un bleu, il y en aura aussi un jaune. En fait, c'est la même chose, les bleus et les jaunes à 1,5. Il y a une symétrie. Et puis, c'est la coexistence d'un océan bleu et d'un continent infini jaune, ça va être quand même compliqué sur le réseau. On sent que ça va faire des choses bizarres. Donc, il n'y en a pas effectivement, et ça vous dit que PC est du coup plus grand ou égal à 1,5. D'accord. C'est plus, ça doit forcément, on doit avoir plus d'hexagones bleus que d'hexagones jaunes pour. Mais en fait, il y a un raisonnement un peu dual qui dit à partir du moment où comment dire, quand on est vraiment en dessous de cette valeur critique, donc PC, c'est vraiment le moment où on perd. Donc si on imagine qu'on a on descend P. Ouais. Donc tu as ton océan. On a notre océan. Probablement il est de plus en plus petit cet océan. Il diminue. Pop, on arrive à PC. Hop, on passe en dessous, il disparaît cet océan. Maintenant, c'est que des petits lacs bleus, en fait, au milieu d'un continent jaune, infini. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que là, on se doute que si on continue à diminuer, ces océans bleus, ces petits lacs bleus, en fait, ils vont vraiment devenir très petits. Et s'ils deviennent très petits, ils n'arriveront plus du tout à bloquer l'existence d'un continent infini. Et donc, en fait, dès qu'on passe au-dessus, si on imagine qu'il n'y a déjà pas de continent jaune infini à 1,5, puisqu'on a dit qu'il n'y avait ni océan bleu infini, ni continent jaune infini à 1,5. Dès qu'on va être au-dessus de 1,5, il y aura encore moins d'hexagones jaunes, et en fait, vraiment, les continents vont devenir tout petits. Ils étaient déjà finis à 1,5, mais ils vont devenir carrément petits, et ils ne vont pas du tout bloquer. En fait, il y aura un océan bleu. Donc, PC vaut 1,5. La chose qui est assez magique là, c'est que APC, parce que notez que là, j'ai rien dit sur ce qui se passait au point critique à 1,5. J'ai pas dit est-ce qu'on est dans le pas d'océan ou dans un océan. A priori, dans la définition de PC, ça ne le dit pas. Par contre, nous, on en a parlé, on a dit il y a une espèce de symétrie, etc. Donc, il ne doit pas y avoir à 1,5
d'océans. On peut pas imaginer deux océans, enfin un océan infini, un continent infini, interpénétrés. C'est pas possible. D'accord, Ah ouais, ok. En fait, c'est vrai, c'est un vrai théorème. D'ailleurs, la percolation a été inventée dans les années 50. Le théorème qui exclut la possibilité d'une espèce de coexistence Ouais, c'est ça, ouais. d'un continent bleu et d'un continent jaune, d'un continent jaune et d'une mer infinie bleue, continent infini, mer infinie. C'est plutôt fin des années 90. D'accord. Donc il y a quand même eu 30 ans entre l'invention de la percolation et ce théorème. Donc, Ok, donc c'est pas trivial. Mais c'est possible effectivement. D'accord. En fait, ce qui va se passer, c'est que si ça avait lieu, en fait, la seule possibilité, c'est que il y aurait une infinité de continents bleus, de continents jaunes infinis et de mer bleue infinie, et en fait, ça, on peut exclure. D'accord. C'est très intéressant, mais on peut détruire cette coexistence. Et c'est quelque chose d'assez en dimension 2, hein, bien sûr. Oui. Regarde, là, on utilise vraiment. Ou alors, d'ailleurs, ce que j'ai dit n'était pas forcément la façon la plus simple, mais c'est plutôt s'il y avait un océan bleu, il aurait tendance à vouloir entourer des œufs, en fait, assez naturellement. Et du coup, il ferait casser les continents. Ah oui, on pourrait imaginer deux spirales. L'origine, il y a une infinité de cercles comme ça, et ça empêcherait, en fait, le continent infini d'exister. Ok, ouais. D'ailleurs, que ce que j'ai dit, moi j'ai dit n'importe quoi, mais tellement souvent que c'est pas grave. Moi je nage dans mon océan bleu. Allez, je vous ai raconté une conjecture pour les jeunes là, sur une marche auto-évitante. Je vais vous mentionner une conjecture. Allons-y. C'est en fait la plus grande conjecture en percolation. Là, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a colorié en bleu ou en jaune des hexagones. On a découvert, on a intuité, bien sûr c'est pas une preuve complète, mais on a intuité que le point critique qui sépare l'existence d'un océan infini, etc., c'était un demi. Et on a dit, en plus, au point critique, il n'y a pas d'océan. Ouais. C'est ce qu'on va appeler une transition de phase continue, en fait. C'est un exemple de transition de phase continue. Bon, bah maintenant, imaginez que vous soyez en dimension 3. Donc, réseau carré, enfin cubique, quoi, mais dimension 3. Bien sûr, hein, exactement comme là-haut, j'aurais pu aussi choisir de dessiner, de colorier des carrés bleus. Bien sûr. Le PC ne valait pas 1,5, donc c'est pour ça. Oui, ok. Mais imaginons qu'on soit en dimension 3, qu'on a des cubes comme ça et qu'on les colorie en bleu ou en jaune. Il va y avoir aussi une valeur de P, donc une valeur PC, qui va séparer entre l'existence d'un océan, alors là c'est vraiment un océan tridimensionnel, un océan bleu infini, de pas d'océan infini. Ouais. Ok, ça on peut prouver l'existence de ça, et en fait cette valeur d'ailleurs elle va être, on peut l'approximer, on va pas vraiment la calculer, mais c'est pas très grave. Okay. Elle est définie. Elle est définie, il n'y a pas d'expression fermée. Voilà, probablement la meilleure définition de ce nombre qui est entre 0 et 1, c'est que c'est le nombre de la percolation en dimension 3. Mais il y a une question par contre qu'on peut se poser, c'est que la définition nous dira au-dessus de ce PC il y a un océan infini, en dessous il n'y a pas d'océan infini. Qu'est-ce qui se passe au point critique? Ok. Et bien ça c'est la plus grande conjecture de notre domaine. C'est au point critique, en dimension 3. Ça c'est un modèle tridimensionnel. Dimension 3. Pas d'océan bleu infini. D'accord, donc on a quand même une conjecture de quelle est entre les deux possibilités, celle qui a le plus, celle qu'on intuite être vraie. On arrive à faire, enfin, je veux dire, personne n'a de doute sur le fait. Oui, c'est souvent comme ça en maths, il y a des conjectures où en fait tout le monde est d'accord. Là, il n'y a pas trop de doute sur cette conjecture-là, mais voilà, on ne sait pas le faire. D'accord. Montrer que la transition de phase de la percolation tridimensionnelle est continue, en fait, c'est à ça que ça reviendra. Voilà pour une. Ok, très bien. On se fait un petit passage sur le modèle d'Ising. Modèle d'Ising, c'est parti.
Ok, alors le modèle d'Ising, alors moi c'est celui que je connais le plus parce que en tant que physicien évidemment c'est un truc que j'ai étudié en physique stat. Exactement, oui voilà, donc ça c'est un modèle vraiment, il a 100 ans d'ailleurs, un peu plus même maintenant. Et le modèle d'Ising, le but c'est d'essayer de comprendre la magnétisation, enfin le but initial c'est de comprendre la magnétisation des matériaux. Ouais. C'est-à-dire imaginez un aimant comme une collection de plein de tout petits aimants en fait. Ouais. Alors c'est quelque chose, hein, soyons honnêtes, et aujourd'hui on sait très bien que c'est une mauvaise approximation des aimants, en particulier parce que ça va être un modèle classique alors que le processus d'aimantation vient vraiment du quantique. Mais jouons quand même le jeu. Oui, parce qu'on va voir qu'on arrive quand même à prédire certains comportements qui sont des comportements réels. Hein. Donc, imaginons qu'on ait une collection de tout plein de petits aimants. Et on va faire quelques hypothèses, justement, hein, on revient à nos caricatures mathématiques. On va faire quelques hypothèses sur nos aimants. Donc, hypothèse numéro 1. Ça va être de dire nos aimants, nos petits aimants, ils sont placés régulièrement en fait. Ils sont sur un réseau. Sur un réseau, ok, très bien. Typiquement, les aimants vont appartenir au. Soyons gentils pour une fois avec moi-même. Sur le réseau carré. Voilà, il se place là. Donc ça, positionner régulièrement. Ça, c'est très pratique du point de vue des mathématiques parce que ça va nous autoriser à translater notre système en gardant la même. C'est pas absurde du point de vue physique non plus. C'est pas si absurde parce que en fait les réseaux cristallins. Exactement. Et puis même en fait tout ce qu'on démontrera exactement pour des raisons d'universalité. En fait, c'est aussi vrai si le positionnement est un petit peu déplacé, etc. Allez, hypothèse numéro 2, déjà beaucoup plus gênante. Mais en fait, on sait s'en départir aussi, mais ça va être de dire que nos petits aimants, ils pointent dans deux directions possibles, nord ou sud. Ils n'ont pas le droit de pointer autre part. Donc on choisit arbitrairement une direction comme étant nord-sud et on se dit c'est toujours là-dessus. Et pour une fois, j'ai pris le haut ou le bas. C'est cohérent avec les cartes. En général, je fais toujours des erreurs de ce type-là. Et puis parce qu'on est mathématicien, on va juste dire que l'une d'elles c'est 1 et l'autre c'est -1. Voilà, on va juste donner un petit nom parce que j'ai pas envie de dessiner des petits hexagones comme des petits losanges comme ça pour tout le truc. Ok. Maintenant, hypothèse numéro 3. Eh ben, moi j'ai envie de modéliser mon aimant. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est un système très compliqué, il y a plein de tout petits aimants dedans. Donc je vais utiliser les probabilités. Ouais. Je vais essayer de voir quel est le comportement typique en fait d'un aimant, sans me questionner sur exactement la position de chaque petit. Comme ça, machin. Pour tirer au hasard un objet physique, j'ai besoin de comprendre un peu son énergie. Ouais. Parce que plus l'énergie sera grande, plus la probabilité sera petite. Ouais. Alors l'énergie d'un aimant, ça va être égal à quoi? J'ai envie de dire que mon aimant, qui est fait de tous ces petits aimants, ces petits aimants, ils se comportent comme des aimants. Et qu'est-ce qu'on sait sur les aimants? C'est qu'ils ont envie de s'aligner. Ouais. Donc, on a envie de dire, si je prends mon aimant qui est ici et mon aimant qui est là, ils ont plus envie d'être alignés que pas alignés. Ouais. Donc, en particulier, ce que je vais dire, donc si je vais leur donner des petits noms. Là, c'est la position X. Et donc, je vais appeler l'orientation de mon aimant qui est 1 ou 1, je vais l'appeler sigma X. Voilà. Et puis là, c'est Y. Et donc, je vais l'appeler sigma Y. Donc, j'ai envie de dire, ces deux aimants, ils préfèrent être alignés que pas alignés. Donc, en quelque sorte, l'énergie va être plus faible, plus basse s'ils sont alignés, et elle sera plus haute s'ils ne sont pas alignés. Une façon de voir ça, c'est tout simplement de dire que l'énergie, c'est moins sigma X, sigma Y. Ouais. Pourquoi? Parce que si sigma X vaut plus 1 et sigma Y vaut plus 1, j'obtiens 1, j'obtiens moins 1.
Si elle vaut tous les deux, excusez-moi, moins 1, ça va me donner de nouveau 1, donc j'aurai moins 1 en tout. Et puis à l'inverse, s'ils diffèrent, j'obtiendrai moins 1 fois moins 1, j'obtiendrai plus 1, donc une énergie plus grande. Ouais, ça marche bien avec l'intuition que si on veut en prendre un et le retourner, il va falloir fournir un effort pour le changer de sa position de confort. C'est ça. Et maintenant, ça c'était juste pour l'interaction entre deux aimants, deux petits aimants, mais j'ai une énorme collection d'aimants, donc mon énergie totale, ça va être la somme de ces moins sigma x, sigma y, pour tous les aimants. Ce qu'on dénote comme ça, avec un gros sigma, pour tous les voisins x, y. Je vais dire là ça me donne plus 1, là ça me donne moins 1 parce que par contre ils sont donc là ça me donne moins 1 parce qu'ils sont alignés, là mon énergie, l'interaction va coûter plus 1, etc. Et donc je fais la somme sur tous les voisins. Donc là l'énorme hypothèse qu'on a faite, elle n'est pas tellement que l'énergie est plus faible, ça c'est assez vrai. Mais l'hypothèse que là j'ai faite de très bizarre peut-être, c'est que je ne suis pas en train de dire que ces deux-là interagissent. Ils ne se voient pas en quelque sorte. Ils ne se voient pas, c'est vraiment, j'ai matérialisé ceux qui se voient par les arêtes, ce qu'on appelle de notre réseau. Donc ça c'est ce qu'on appelle une hypothèse de plus proche voisin. Et donc une fois que j'ai cette énergie, je vais pouvoir tirer au hasard et la probabilité d'un aimant, ça deviendra quelque chose qui est à peu près, qui est proportionnel, donc une constante fois exponentielle de moins l'énergie, énergie, H comme Hamiltonien en fait, et juste, en fait il y a un paramètre encore très important dans mon système, c'est que il est dans un environnement avec une certaine température. Et la température, c'est en gros le niveau d'excitation de mon système. Quand je suis face à des jeunes, en général, je leur dis c'est votre niveau de dissipation. C'est plus ou moins dissipé. Donc à température 0, vous êtes tous très sérieux, vous me regardez tous, on est tous orientés dans la même direction. Si j'augmente la température, le niveau alors en général c'est plutôt durée de l'exposé avec les jeunes, au bout d'un moment les jeunes sont de plus en plus dissipés, il y en a qui vont commencer à plus vouloir minimiser leur énergie et à commencer à vouloir regarder dans l'autre sens, et puis etc. Et puis, donc en fait la température va vous dire à quel point vous voulez en quelque sorte minimiser votre énergie. Donc une façon de le voir, c'est que la probabilité d'un aimant à une température T, ce sera proportionnel à exponentielle de moins l'énergie sur T. Donc qu'est-ce qui se passe pour démystifier ça? Plus l'énergie est grande, plus la exponentielle de moins cette énergie va être petite. Donc là, on a bien le processus le truc qui consiste à dire plus l'énergie est grande, plus la probabilité est faible. Si la température est quasiment 0, même 0, j'ai 1 sur 0, donc j'ai quelque chose d'infini. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on va essayer de minimiser l'énergie. La seule chose qui va rester, c'est ce qui est d'énergie minimale. C'est-à-dire quand tout le monde est aligné. Et ça va correspondre au fait qu'un aimant à température 0 sera parfaitement aligné dans une direction. A l'inverse, quand la température augmente, si on partait vers une température infinie même, 1 sur cette température, ça deviendrait 0. Donc en fait, l'énergie n'aurait aucune importance. On a exponentielle de 0, exponentielle de 0 c'est 1. Donc tous les aimants seraient équiprobables. Ce qui correspondrait au fait que on s'en moque et la température est tellement dissipée qu'on s'en moque de s'aligner avec ses voisins. Et donc là on voit, si on est dans ce cas-là, il va y avoir à peu près autant de petits hexagones, de petits aimants qui pointent vers le haut, à peu près autant qui pointent vers le bas. Donc collectivement, ils tirent dans quelle direction tous ces aimants? En moyenne, rien du tout. En moyenne, rien du tout, exactement. Donc en fait, à grande température, il va se passer que ce modèle explique qu'il n'y a pas d'aimant en fait. Un aimant à grande température va perdre son aimantation. A l'inverse, quand on descend en dessous d'une certaine température, les aimants vont commencer à vouloir s'aligner, on va obtenir des petits aimants et on va obtenir un gros aimant qui a une majorité de gens qui pointent dans une direction, plus qu'une majorité, une proportion plus grande qu'un demi de gens qui pointent dans une direction, et ça va nous donner une aimantation. Donc
on peut du coup essayer de comprendre les phénomènes d'aimantation et même d'ailleurs on sent peut-être les phénomènes de coopération parce qu'on sent que là dans ce modèle l'aimantation est compris comme un phénomène de coopération entre les différents aimants et en fait c'est plutôt là-dessus que le modèle d'Ising est utile d'ailleurs. Donc un phénomène de coopération qui va dépendre de la température. Quel est le lien avec la percolation? Pourquoi je me suis retrouvé à travailler sur le modèle d'Ising alors que j'avais commencé des marches auto-évitantes? Déjà, je n'avais pas tellement suivi ce que m'avait dit mon directeur d'hôtel, j'avais commencé aussi à faire de la percolation. Et pourquoi je me suis mis même à travailler sur le modèle d'Ising? Pour une raison assez marrante, qui est que dans le modèle d'Ising, du coup, une chose qui peut être intéressante, donc ça s'appelle le modèle d'Ising, ce serait d'essayer de comprendre à quel point, donc là j'ai pris deux hexagones, j'ai pris deux losanges, deux petits aimants juste à côté, j'ai dit qu'ils sont clairement corrélés, du coup, parce qu'ils ont envie de s'aligner. Mais maintenant, si je prends deux aimants un petit peu loin l'un de l'autre, un aimant ici et un aimant là, un petit aimant là, donc voilà, un qui est ici, un qui est là, à l'autre bout de mon gros aimant. Est-ce qu'eux, ils se parlent? Ils se parlent pas directement. Pas directement, mais il y a un peu les amis de mes amis sont mes amis, quoi. Exactement, mais ça, j'aurais pas me dit, c'est tout à fait juste. Donc en fait, il y a une corrélation entre ces deux-là qui est en fait transmise à travers toute cette chaîne d'amis qui nous relie. Donc on peut se poser la question dans quelle mesure ils ont tendance à s'aligner. Et ils ont quand même tendance à s'aligner, de façon beaucoup plus faible que les voisins, mais ils ont tendance à s'aligner. Et en fait, la magie, c'est qu'à travers les mathématiques, et ça c'est pas quelque chose que j'ai découvert moi, hein, c'est connu depuis une cinquantaine d'années, en fait on peut réinterpréter la corrélation entre ces deux petits aimants comme une probabilité d'avoir un chemin bleu. D'accord, ok. Qui les relie dans un modèle de percolation, alors qui est plus compliqué que là-haut, parce que là-haut on coloriait indépendamment les différentes cases. Oui, c'est ça, on tirait une pièce à chaque fois, et le fait d'avoir obtenu un résultat ne changeait pas le résultat qu'on aurait sur la case à côté. La couleur de là, on se doute que ce chemin bleu qui va hériter un petit peu comme des propriétés du modèle d'Ising, où il y a une vraie corrélation entre les aimants, et ben il va avoir une dépendance. Si je vous dis que, entre guillemets, la case ici est bleue, ben, en fait la case d'à côté a plus de chances d'être bleue que jaune. Mais il y a un modèle de percolation du coup dépendante qui permet d'encoder graphiquement, en quelque sorte, par des dessins, les corrélations dans le modèle d'Ising. Et moi, ce que j'ai fait, en fait, peut-être l'ADN de ma recherche en général, la recherche de mes collaborateurs et collaboratrices, c'est exactement d'étudier les modèles de percolation quand ils n'ont pas cette propriété d'indépendance. D'accord. Quand les coloriages sont dépendants. Et du coup, en développant cette théorie de la percolation dépendante, eh ben, on est parvenu à trouver des applications, en particulier pour le modèle d'Ising, et de découvrir de nouvelles choses sur ce qu'on appelle son comportement critique, c'est-à-dire le comportement exactement à la température qui sépare la phase où on n'est plus un aimant de la phase où on est un aimant. Voilà, voilà. Très bien, merci beaucoup. Bon bah top. Impec. Génial. Super. Ça va peut-être être un peu long, hein, je suis désolé. Non mais tu sais, moi après je monte. Hugo du Mille Copains, merci beaucoup pour cet entretien, merci pour ton temps et puis merci à la Maison Poincaré qui nous a accueillis ici pour cette interview. Merci à toi.